Dans cette vidéo, on va réaliser l'étude mécanique du virage en palier. Dans les précédentes émissions, on a étudié le vol plané, le vol motorisé stabilisé et en particulier les trois phases de vol, montée, descente, palier, en ligne droite, à vitesse constante. Pour aborder le virage en palier, on va prendre comme situation initiale un vol en ligne droite, en palier stabilisé, c'est-à-dire à vitesse constante. Pour rappel, en vol en ligne droite en palier stabilisé, on sait que les forces se compensent sur chacun des axes de projection. Sur l'axe parallèle à la trajectoire, la traction est compensée par la traînée, T égale Fx, et sur l'axe de sustentation perpendiculaire à la trajectoire, la portance Fz est égale au poids. Plus mathématiquement, on peut énoncer ceci: la somme vectorielle des forces appliquées sur l'avion est nulle, ce qui revient au même de dire que les forces se compensent 2 à 2. D'après la seconde loi de la mécanique de Newton, si la somme vectorielle des forces qui s'appliquent à l'avion est nulle, alors l'accélération est nulle et la valeur de la vitesse est constante. La trajectoire est en ligne droite. Pour que l'avion commence un virage, il faut que l'avion dévie de sa trajectoire rectiligne en palier, c'est-à-dire qu'il soit poussé ou tiré vers l'intérieur du virage. Il est donc nécessaire qu'une force appliquée sur l'avion soit dirigée vers l'intérieur du virage. Cette force est appelée force centripète. Que se passe-t-il si cette force disparaît soudainement? Eh bien, en l'absence de force centripète, l'avion va tout droit et prend la tangente au cercle. En conséquence, quand l'avion est en virage, la somme vectorielle de toutes les forces appliquées à l'avion n'est pas nulle. La seconde loi de la mécanique de Newton nous enseigne que l'accélération est non nulle. On parle d'accélération centripète. Ici, on va étudier un cas particulier de virage, le virage en palier stabilisé. Virage en palier veut dire que le mouvement est circulaire dans un plan horizontal et stabilisé veut dire que la vitesse de l'avion est constante. Mais cette vitesse est constante en valeur et non pas en direction. En effet, le vecteur vitesse qui est représenté par la flèche verte est tangent à la trajectoire et varie en chaque point de la trajectoire. On parle ici de mouvement circulaire uniforme. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la gouverne de direction qui permet de mettre l'avion en virage. Pour mettre l'avion en virage, il faut d'abord incliner l'avion autour de l'axe de roulis. Et pour incliner l'avion, il faut agir sur le manche. Si on met du manche à droite, l'avion s'incline à droite, l'aileron droit se lève, l'aileron gauche se baisse. Si on met du manche à gauche, l'aileron gauche se lève, l'aileron droit s'abaisse et l'avion s'incline à gauche. Donc cette inclinaison, c'est elle qui va déclencher le virage de l'avion. En conclusion, je pars de la situation du vol en palier. J'incline l'aéronef autour de l'axe de roulis et la portance va s'incliner. On admettra qu'elle reste perpendiculaire au plan des ailes. On va maintenant réaliser l'étude mécanique du virage en palier. Pour cette étude, on va représenter par convention l'avion vu de face ou de derrière et on ne va faire figurer que les forces appliquées sur l'avion dans un plan perpendiculaire au fuselage, c'est-à-dire le poids P, force verticale et vers le bas, la portance Fz ou Rz, force verticale et vers le haut, dans le cas du palier stabilisé. J'attire votre attention que la traction et la traînée, qui ne sont pas représentées, puisqu'elles sont dans un plan horizontal, sont des forces qui existent, mais qui ne vont pas intervenir pour la compréhension de la mise en virage. Deuxième point important,
Contrairement à ce qui a été vu dans l'étude du vol motorisé pour les 3 phases, montée, palier et descente, le choix des axes d'étude est différent ici. Les 2 axes choisis sont l'axe horizontal et l'axe vertical. Et on projettera ces forces sur ces 2 axes pour faire le bilan des forces appliquées à l'avion. Donc en résumé, les 2 axes privilégiés sont l'axe vertical passant par le centre de gravité de l'aéronef, c'est sur cet axe que l'on représente le poids, et l'axe horizontal passant par le centre de gravité de l'avion est perpendiculaire à l'axe vertical. 3e point, puisqu'on parle de l'inclinaison de l'avion qui est nécessaire avant de commencer le virage, on va noter phi, l'angle d'inclinaison entre le plan horizontal et le plan des ailes. L'horizon artificiel renseigne également le pilote sur l'inclinaison de son avion. Et pour la connaître, on détermine la position de l'index par rapport aux graduations du cadran. Cet extrait vidéo illustre le cas d'un virage en palier à vitesse constante à gauche. Vous pouvez vérifier que la vitesse est constante à l'aide de l'anémomètre, instrument en haut à gauche du tableau de bord. Que l'altitude est constante à l'aide de l'altimètre, à droite de l'horizon artificiel, et l'inclinaison ici est bien à gauche, puisque vous voyez que l'aile gauche sur l'horizon artificiel est dans la partie marron de l'horizon artificiel. On remet les ailes à plat et on entame à présent un virage en palier à vitesse constante à droite avec une inclinaison à droite. Vous voyez qu'à présent, c'est l'aile droite qui est dans la partie marron de l'horizon artificiel. On va réaliser le bilan des forces appliquées sur l'avion en virage. Pour réaliser la somme vectorielle du vecteur poids P et de la portance RZ, on reporte à l'extrémité du vecteur RZ le vecteur poids P et on obtient la somme vectorielle représentée par la flèche jaune. On constate que cette somme vectorielle est non nulle. Sur ce schéma, on a remplacé le poids P et la portance RZ par la force résultante FD, ici la flèche jaune. Cette force est responsable du changement de trajectoire de l'avion, c'est-à-dire du passage du vol en ligne droite en palier à la trajectoire circulaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette force déviatrice? Cette force est dirigée vers l'intérieur du virage, ici à droite. C'est en fait la force centripète dont on a parlé en début d'émission. D'autre part, cette force est orientée vers le bas, c'est-à-dire que l'avion effectue un virage en perdant de l'altitude. En ce sens, ce n'est pas un virage en palier. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi l'avion vire en perdant de l'altitude. Pour cela, on va décomposer la portance RZ sur les 2 axes de projection qu'on a choisis. On appelle RZH la projection de la portance RZ sur l'axe horizontal. On constate que la composante horizontale de la portance est dirigée vers l'intérieur du virage, ce qui justifie le changement de trajectoire. On appelle RZV la projection de la portance sur l'axe vertical. On constate que la composante verticale de la portance est plus petite en valeur que le poids. Donc le poids P est plus grand que la projection de la portance sur l'axe vertical. Il n'y a plus équilibre entre ces 2 forces et on comprend pourquoi l'avion descend en tournant. Il s'agit maintenant de comprendre comment on peut faire pour maintenir le virage à plat. Pour faire un virage à plat, c'est-à-dire à altitude constante,
Il faut donc augmenter la composante verticale de la portance, RZV, pour que celle-ci ait la même valeur que le poids P. Pour augmenter la composante verticale RZV de la portance, il faut augmenter la portance elle-même RZ. La nouvelle valeur de la portance est notée R'Z et la projection de cette portance sur l'axe vertical est notée R'ZV. On constate que R'Z, valeur de la portance pour l'avion en virage stabilisé, est supérieure à la portance Rz de l'avion en palier rectiligne uniforme. On constate que le poids est compensé par la composante R'ZV, donc le poids est inférieur à la portance R'Z. En conséquence, le facteur de charge est supérieur à 1 dans un virage stabilisé. L'étude mécanique du virage à plat vient de nous montrer que la portance pour l'avion dans un virage stabilisé est supérieure à la portance de l'avion en palier rectiligne uniforme. Donc concrètement, comment va-t-on faire lorsqu'on passe du palier au virage pour augmenter la portance? Si on reprend la formule algébrique de la portance, Rz égale 1/2 de ρ S Cz V à la puissance 2, quelles sont les variables sur lesquelles on peut agir? Puisque l'avion vole dans une tranche d'air fixe, on ne peut pas agir sur la masse volumique ρ de l'air. On imagine que l'avion est en configuration lisse, donc la surface à l'air S est fixe. Donc pour augmenter Rz, on peut augmenter le coefficient de portance Cz. Pour ce faire, il faut augmenter l'incidence de l'avion, c'est-à-dire mettre légèrement l'avion encabré. Mais lorsqu'on met l'avion encabré, on risque d'avoir une légère diminution de vitesse, donc il faut en même temps augmenter un peu les gaz. Alors, si on fait le bilan des forces appliquées à l'avion en tenant compte de la nouvelle portance R'Z, on constate que la somme vectorielle de la nouvelle portance R'Z et du poids P correspond à la force centripète F, dessinée ici par la flèche jaune. Alors, deux points importants. Cette force est bien dirigée vers l'intérieur du virage, ici virage à droite. D'autre part, cette force est sur l'axe horizontal. Donc on est bien ici dans le cas d'un virage stabilisé, l'avion s'incline à droite tout en gardant une trajectoire horizontale. Pour vous aider à comprendre ce qui se passe au niveau des forces dans le cas du virage, vous pouvez télécharger cette capsule GeoGebra et vous entraîner chez vous simplement. Vous disposez également d'un tutoriel. Le pilote souhaite passer d'une trajectoire circulaire à vitesse constante en palier, virage stabilisé, à une trajectoire rectiligne à vitesse constante en palier. Examinons alors ce qui se passe au niveau des forces. Lorsque le pilote annule l'inclinaison pour remettre l'avion à plat, on constate que la portance R'Z est supérieure au poids, donc l'avion a tendance à monter. Pour diminuer la portance R'Z, le pilote devra pousser légèrement sur le manche pour diminuer le coefficient de portance Cz, mais il devra aussi diminuer un peu la puissance pour maintenir la vitesse constante. Après avoir réalisé l'étude mécanique du virage stabilisé, on va maintenant s'intéresser aux principales caractéristiques du virage. Le rayon de virage et le taux de virage, la symétrie du virage, le facteur de charge en virage et les effets secondaires liés à l'inclinaison de l'avion en virage. Le rayon de virage R en mètres a pour expression mathématique R égale V puissance 2 divisé par G tangente phi, où V représente la vitesse de l'avion par rapport à l'air en mètres par seconde, phi est l'angle d'inclinaison de l'avion en degrés et G est l'accélération de la pesanteur en mètres par seconde carré. Donc dans cette formule, on voit que les deux paramètres dont dépend le rayon de virage sont la vitesse de l'avion et l'angle d'inclinaison. Premier paramètre fixé, l'inclinaison.
pour une inclinaison fixée, c'est-à-dire l'angle phi étant constant. Si la vitesse de l'avion est faible, on constate que le rayon de virage est petit. Et si la vitesse de l'avion est élevée, on constate que le rayon de virage est grand. Si maintenant, comme deuxième paramètre, on fixe la vitesse, pour une vitesse fixée, si l'inclinaison de l'avion est petite, alors le rayon de virage est grand, et si l'inclinaison de l'avion est grande, alors le rayon de virage est petit, puisque R est inversement proportionnel à phi. Pour les plus curieux, vous avez ici la démonstration de la formule qui donne le rayon de virage en fonction de la vitesse de l'avion et de l'angle d'inclinaison. Naturellement, cette formule n'est pas au programme du BIA. Ces notions, la base de Freinet, le mouvement circulaire uniforme et la connaissance de l'accélération sont au programme de la spécialité de physique-chimie en terminale. L'indicateur de virage renseigne le pilote sur le sens du virage et sur le taux de virage. Le taux de virage s'exprime en degrés par seconde. Et pour un virage effectué au taux standard, c'est-à-dire un taux de virage égal à 1, où l'aiguille ou la maquette sera précisément sur la graduation, l'avion fera un demi-tour en 1 minute ou un tour complet en 2 minutes. Dans l'étude mécanique précédente du virage en palier stabilisé, on a considéré que le virage était effectué de façon symétrique, ce qui signifie que l'axe longitudinal de l'avion, flèche bleue sur le schéma, restait constamment tangent à la trajectoire ou au vent relatif, flèche violette sur les schémas. Dans cette situation, l'avion reste dans le lit du vent, on dit que les filets d'air sont parallèles au fuselage. Toutefois, il est possible de se trouver en situation de glissade ou de dérapage lors d'un virage. On dit que l'avion est en glissade si le vent relatif est du côté de l'intérieur du virage par rapport à l'axe du fuselage. On dit que l'avion est en dérapage si le vent relatif est du côté extérieur au virage par rapport à l'axe du fuselage. On peut aussi dire les choses autrement. On dira qu'on a affaire à un virage glissé si le nez de l'avion part vers l'extérieur du virage, et on dira qu'on est en virage dérapé si le nez de l'avion part vers l'intérieur du virage. La bille indique au pilote si son vol est symétrique ou asymétrique. La bille est placée dans un tube convexe, parallèlement à l'envergure des ailes, dans un liquide dense tel que de l'huile. On dit le pied chasse la bille, ce qui signifie que si la bille est à droite, on met du pied à droite. On actionne les palonniers, l'avion effectue une rotation autour de son axe de lacet, la bille se replace au centre et on retrouve un vol symétrique. Dans le cas du virage symétrique, la bille est au centre, donc il n'y a aucune action à apporter sur les palonniers. Dans le cas du virage glissé, dessin en bas à gauche, la bille est à droite, du côté du virage. Dans ce cas, il faut mettre du pied à droite. Pour le virage dérapé, dessin en bas à droite, on constate que la bille est du côté opposé au virage. Ici, la bille est à gauche, donc il faut mettre du pied à gauche. Pour rappel, le facteur de charge noté N est défini comme étant le rapport de la portance sur le poids. N égale RZ divisé par P. On a déjà vu que dans le cas du virage en palier stabilisé, RZ est supérieur à P, donc N est supérieur à 1. Il s'agit maintenant de trouver une relation entre le facteur de charge et l'angle d'inclinaison de l'avion. Sur le petit schéma en bas à gauche, vous pouvez voir que l'angle d'inclinaison θ de l'avion est aussi l'angle d'inclinaison de la portance avec la verticale. Deux angles à côté perpendiculaires sont égaux, donc cosinus θ égale P divisé par RZ est égal à 1 sur N, donc N est égal à 1 divisé par cos θ. Étudions l'influence de l'inclinaison sur la valeur du facteur de charge. Pour cela, on va exploiter la formule vue précédemment, N égale 1 divisé par cosinus θ. Dans le tableau, on constate que plus l'angle d'inclinaison augmente, plus la valeur du facteur de charge est grande. Si maintenant on se réfère aux 4 schémas au-dessus du tableau, on voit que plus l'inclinaison de l'avion est grande,
plus la valeur de la portance augmente, de manière à ce que la composante verticale de la portance puisse compenser le poids pour maintenir le virage en palier. Une valeur particulière du tableau que vous pouvez mémoriser est une inclinaison de 60 degrés. On sait que cosinus 60 égale 1,5, ce qui correspond à un facteur de charge égal à 2. Cela signifie dans ce cas que pour une inclinaison égale à 60 degrés, la portance doit être égale au double du poids. Étudions l'influence du facteur de charge sur la vitesse de décrochage. Vous devez mémoriser la formule V indice n égale V indice 1 multiplié par racine carrée de n, où V indice n désigne la vitesse de décrochage sous facteur de charge n, V1 désigne la vitesse de décrochage sous un facteur de charge n égale 1, c'est le cas d'un vol en palier rectiligne, et n désigne le facteur de charge. Pour un avion donné, on trouve dans le manuel de vol et la checklist les vitesses minimales de sustentation ou vitesses de décrochage. Ici, vous avez un extrait de la checklist de l'Aquila AT01. On donne pour différentes inclinaisons 0 degrés, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, les vitesses de décrochage dans la configuration lisse, puis dans la configuration avec volet au décollage, puis dans la configuration avec volet à l'atterrissage. Analysons une ligne particulière du tableau, la configuration lisse qui correspond au vol en croisière. On voit que pour une inclinaison de 0 degré, la vitesse de décrochage est 45 nœuds. Pour 30 degrés, elle est de 50 nœuds. Pour 45 degrés, elle est de 55 nœuds. Pour 60 degrés, elle est de 65 nœuds. Donc quand on passe de l'inclinaison 0 degré à l'inclinaison 60 degrés, la vitesse de décrochage passe de 45 nœuds à 65 nœuds, soit une augmentation de 20 nœuds, ce qui est très important. Enfin, je vous propose de retrouver par le calcul la valeur de la vitesse de décrochage 65 nœuds qui correspond à un angle d'inclinaison de 60 degrés pour la configuration de l'avion en lisse. V1 égale 45 nœuds, n égale 2, donc racine de 2 égale 1,4, 45 multiplié par 1,4 égale 63 nœuds, ce qui est voisin de 65 nœuds. Je vous propose de démontrer la formule étudiée précédemment, Vn égale V1 multiplié par racine carrée de n. Rassurez-vous, cette démonstration n'est pas au programme du BIA. On se place au point D sur la polaire de l'avion. On va exprimer la portance de l'avion au point D dans les deux configurations suivantes, pour l'avion en virage et pour l'avion en palier rectiligne uniforme. On a vu que la portance de l'avion en palier rectiligne uniforme est égale au poids. Si on revient à l'expression du facteur de charge, N égale RZ sur P, en remplaçant RZ et P par leur valeur, on obtient N égale Vn puissance 2 divisé par V1 puissance 2, soit la formule Vn égale V1 multiplié par racine carrée de N. Pour terminer sur le facteur de charge, on va brièvement évoquer le cas de la ressource. En aéronautique, la ressource consiste en un changement rapide de trajectoire dans le plan vertical. Ce type de manœuvre peut être réalisé par le pilote, soit pour rattraper le décrochage de son avion, soit pour une remise des gaz. Ce qui correspond à la ressource est dessiné en rouge sur le schéma. C'est une portion circulaire de la trajectoire de l'avion dans le plan vertical. Dans le cas de la ressource, le facteur de charge est donné par la formule N égale 1 plus V au carré divisé par RG, où V désigne la vitesse de l'avion par rapport à l'air en mètres par seconde, R le rayon de courbure en mètres, G
l'accélération de la pesanteur en mètres par seconde carré. Comme V au carré divisé par Rg est positif, le facteur de charge est toujours supérieur à 1 dans le cas d'une ressource. Alors, j'ai donné comme exemple, si le rayon de courbure est 100 mètres, et si la vitesse de l'avion par rapport à l'air est 340 km/h, on voit que le facteur de charge N est égal à 10, ce qui est énorme. Dans cette diapositive, je vous propose la démonstration de la formule qui donne le facteur de charge dans le cas d'une ressource N égale 1 plus V au carré divisé par Rg. Bien entendu, cette démonstration n'est pas au programme du BIA. Alors Dominique, Nicolas, nous allons aborder maintenant un point important lié au facteur de charge qui apparaît sous la dénomination de centrifugation dans le programme du BIA. Alors, tout de suite, mettons les choses au point. Il s'agit ici d'une analyse physique qui ne peut être bien comprise que si vous êtes lycéen plutôt en première et terminale. Mais en revanche, vous pouvez néanmoins l'écouter pour aller jusqu'au bout et essayer de voir quels sont les enjeux et quelle est la signification précise en physique du terme centrifugation. Alors, nous partons d'une vue ici, d'un avion vu de face que vous connaissez bien, en virage en palier, stabilisé, à vitesse constante, et donc dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal de l'avion, ce qui explique que les forces de traction et de traînée ne peuvent pas être représentées dans ce plan, puisque ces deux forces effectivement sont perpendiculaires à ce plan. Alors, nous nous plaçons ici dans ce que les physiciens appellent un référentiel galiléen. Le référentiel terrestre peut être considéré en physique comme un référentiel galiléen. Alors, nous reconnaissons bien sûr le poids qui est vertical, la portance. Vous remarquez tout de suite que celle-ci a une valeur supérieure au poids. Nous allons expliquer en virage, il est nécessaire, en virage en palier, donc d'avoir une portance de valeur supérieure au poids. La résultante de ces deux forces, la somme vectorielle de ces deux forces, crée, comme nous l'avons vu, une force déviatrice vers l'intérieur du virage, ici donc notée F. Cette force est horizontale, c'est le but recherché dans un vol, un virage en palier stabilisé. Bien, maintenant nous allons changer de point de vue et nous allons nous placer du point de vue de l'avion. Nous changeons donc de référentiel en physique et nous allons utiliser un référentiel qui est en fait non galiléen, qui est un référentiel qui tourne à vitesse uniforme avec l'avion. Voilà, on pourrait supposer qu'il est ici. Dans ce référentiel, l'avion est fixe, puisque le référentiel tourne avec l'avion. Oui, mais qui dit objet fixe dit compensation, équilibre des forces. Il faut donc compenser le poids et la portance par deux forces dans ce référentiel. Une opposée au poids, moins P, et une opposée à la portance, moins RZ, que nous noterons PL10A et qui s'appelle le poids apparent de l'avion. Nous avons une autre façon d'analyser cette situation. En effet, considérons maintenant, et revenons donc à la résultante, à la somme vectorielle de la portance et du poids, la force déviatrice. Dans cette situation, on va parler de force centripète. Oui, mais si je veux compenser cette force, il faut que j'envisage maintenant la somme du poids apparent et de l'opposé du poids, moins P. De cette façon, cette force F', qui est égale et opposée à la force déviatrice, est une sorte de pseudo-force, c'est le terme qu'emploient les physiciens. En fait, le terme exact, c'est une force d'inertie dans ce référentiel, et c'est cette force que l'on appelle la force centrifuge, qui compense la force centripète.
Dans ce référentiel, on peut considérer qu'on a affaire à deux forces, une force centripète, qui est la force déviatrice, et une force qui la compense, appelée force centrifuge. Mais c'est un abus de langage, en fait, il ne s'agit pas d'une force au sens physique du terme, c'est-à-dire au sens, quand on parle de force en physique, il est question de modéliser une interaction, et ce n'est pas du tout le cas ici, en fait, c'est pour cette raison que les physiciens appellent cet effet une pseudo-force. Merci Jean-Jacques. Donc ce qu'il faut retenir, moins Rz est appelé le poids apparent PA, il est opposé à la portance Rz. C'est cette force qui est subie par le pilote dans l'avion et c'est également la force qui est subie par les structures de l'avion. On en déduit une nouvelle expression pour le facteur de charge, N égale Rz divisé par P égale PA divisé par P, puisque Rz a la même valeur que PA. C'est cette relation qui explique pourquoi on parle souvent de nombre de G à propos du facteur de charge. En effet, un facteur de charge égal à 2 signifie que le poids apparent du pilote ou de l'aéronef est égal au double du poids réel. Si N égale 2, on a PA égale 2P, soit 2G fois M. Ce qui a des effets physiologiques pour le pilote, mais aussi pour toute la structure de l'aéronef, et notamment pour les ailes qui subissent aussi ce facteur de charge. À noter que si l'avion vole sur le dos, le facteur de charge est négatif. Examinons les effets physiologiques liés au facteur de charge. On distingue le voile noir et le voile rouge. Alors d'abord, ce qui concerne le voile noir, il se produit en nombre de G positif. La contrainte subie par le pilote s'exerce de haut en bas, le sang descend dans le corps et le cerveau risque de ne plus être suffisamment irrigué. Il peut y avoir perte de la vision. C'est le voile noir lorsque le nombre de G est supérieur à 5. On parle de voile gris lorsque le nombre de G est plus modéré, NG voisin de 4. Rassurez-vous, si le nombre de G diminue, le pilote retrouve ses sensations et retrouve la vision. Ensuite, le voile rouge. Il concerne le nombre de G négatif. La contrainte subie par le pilote s'exerce de bas en haut. La pression sanguine augmente dans le cerveau et dans les yeux, ce qui est beaucoup plus dangereux. C'est le voile rouge. Alors, un remède pour remédier au voile noir. Le pilote de chasse peuvent porter une combinaison anti-G qui serre en particulier fortement les cuisses pour empêcher le sang de s'y accumuler en grande quantité. Pour terminer cette émission, on va étudier les effets qui apparaissent lorsque le pilote agit sur le manche pour mettre l'avion en virage. Ce sont les effets secondaires. Lors du virage, l'aile extérieure de l'avion va parcourir une plus grande distance pour une même vitesse angulaire. Sa vitesse linéaire sera plus grande pour l'aile extérieure que pour l'aile intérieure. Il en résulte que la portance et la traînée seront plus importantes pour l'aile extérieure au virage que pour l'aile intérieure. Imaginons le cas d'un avion ou d'un planeur en virage à droite, comme c'est représenté sur le schéma que vous avez sous les yeux. Dans ce cas, la vitesse de l'aile extérieure au virage est supérieure à la vitesse de l'aile intérieure au virage. Et par conséquence, la traînée de l'aile extérieure au virage est supérieure à la traînée de l'aile intérieure au virage. L'avion tourne ainsi autour de son axe de lacet et le nez s'oriente vers la gauche. C'est ce que l'on appelle le lacet induit. Pour contrer cet effet secondaire, le pilote devra mettre un peu de palonnier à l'intérieur du virage et donc le pied à droite sur cet exemple. Considérons toujours l'exemple d'un virage à droite. Dominique, tu te rappelles, tu nous as dit que la vitesse plus importante de l'aile extérieure au virage avait pour conséquence d'avoir une traînée et une portance plus grandes que l'aile intérieure au virage.
Eh bien, le second effet secondaire dans le virage que l'on va étudier, que l'on appelle le roulis induit, a pour origine cette différence de valeur des portances de l'aile extérieure et intérieure au virage. En effet, regardez sur le schéma. L'aile extérieure au virage a une portance supérieure à l'aile intérieure au virage. En conséquence, eh bien, il va y avoir une augmentation de l'inclinaison de l'avion ou du planeur lorsque le pilote vire à droite. C'est ce que l'on appelle le roulis induit. Pour contrer ce roulis induit et stabiliser l'avion à une inclinaison désirée, le pilote va devoir maintenir en permanence un peu de manche vers l'extérieur du virage. Nicolas, je te propose d'aborder le dernier effet secondaire qui intervient uniquement lors de la mise en inclinaison de l'avion ou du planeur. C'est le lacet inverse. Considérons toujours l'avion ou le planeur qui s'incline à droite. Dans ce cas, l'aileron gauche est baissé et l'aileron droit est levé. Donc, la portance de l'aile avec l'aileron baissé est supérieure à la portance de l'aile avec l'aileron élevé, ce qui implique un mouvement de roulis autour de l'axe de roulis. C'est l'effet primaire recherché. Mais en même temps, la traînée de l'aile aileron baissé est supérieure à la traînée de l'aile aileron levé. Donc on va avoir un effet secondaire non désiré qui est un mouvement de lacet dans le sens inverse du sens du virage. On appelle ceci le lacet inverse. Pour contrer ce lacet, une action sur le palonnier dans le sens du virage sera nécessaire. Ce qu'il faut retenir sur l'étude du virage stabilisé. Vous devez être capable de faire l'étude mécanique du vol en virage stabilisé et de savoir que pour passer d'un vol rectiligne stabilisé en palier à un virage en palier à vitesse constante, il faut augmenter la portance. Deuxième point, il faut connaître les caractéristiques du virage. Le rayon de virage et le taux de virage, la symétrie du virage, les trois types de virages, virage symétrique, virage glissé et virage dérapé. Le facteur de charge, connaître sa définition et connaître aussi l'influence du facteur de charge sur la vitesse de décrochage. Et enfin, connaître les effets secondaires en virage et lors de la mise en virage. À incidence et puissance constante, la mise en virage d'un avion entraîne A. un maintien d'altitude, B. un gain d'altitude, C. une perte d'altitude, D. une diminution de la vitesse. La bonne réponse est la C. une perte d'altitude. En vol, si le pilote tire fortement sur le manche, le facteur de charge augmente, B diminue, C reste constant, D devient nul. La bonne réponse est la A. Le facteur de charge augmente. On est ici dans le cas d'une ressource. Le facteur de charge subi par un aéronef en virage, A diminue avec l'inclinaison, B est toujours égal à 2, C ne dépend que du type d'aéronef, D augmente avec l'inclinaison. La bonne réponse est la D. Le facteur de charge subi par un aéronef en virage augmente avec l'inclinaison. La formule est n égale 1 divisé par le cosinus de l'inclinaison. Lors d'une ressource, le facteur de charge A augmente, B diminue et la vitesse de décrochage augmente, C reste constant, D diminue ainsi que la vitesse de décrochage. La bonne réponse est la A. Lors d'une ressource, le facteur de charge augmente. En effet, pour une ressource, le facteur de charge est toujours supérieur à 1. Lors d'un virage à 60 degrés d'inclinaison, à altitude constante, le poids apparent est A égale au poids réel, B égale à 2 fois le poids réel, C égale à 1,15 fois le poids réel, D inférieur au poids. La bonne réponse est la B. On sait que le facteur de charge en virage est n égale 1 divisé par cosinus phi. Ici, phi égale 60 degrés, cosinus phi égale 1,5. Donc le facteur de charge est égal à 2.
On sait que le facteur de charge est aussi égal au rapport entre la portance en évolution et le poids réel, c'est-à-dire au quotient du poids apparent divisé par le poids réel. Donc le poids apparent est égal à 2 fois le poids réel. La photo ci-dessous indique A. Un virage à droite glissé qui nécessite une action sur le palonnier droit. B. Un virage à droite dérapé qui nécessite une action sur le palonnier gauche. C. Un virage à droite symétrique qui ne nécessite pas d'action sur le palonnier. D. Un virage à gauche symétrique qui ne nécessite pas d'action sur le palonnier. La bonne réponse est la A. Ici, l'indicateur de virage indique un virage à droite au taux 1. On voit que la bille n'est pas au milieu mais à droite. On sait que le pied chasse la bille, donc il faut mettre du pied à droite parce que la bille est à droite. En résumé, un virage à droite glissé nécessite une action sur le palonnier droit. Le rayon de virage d'un ULM de 475 kg évoluant en air calme avec une vitesse propre de 144 km/h et une inclinaison de 45 degrés est de A. 2 km, B. 400 m, C. 37 m, D. 160 m. La bonne réponse est la D. 160 m. Il faut repartir de la formule qui donne le rayon de virage, R égale V puissance 2 divisé par G tangente phi, où R représente le rayon de virage en mètres, V la vitesse propre de l'avion en mètres par seconde, G l'accélération de la pesanteur en mètres par seconde carré, et tangente phi n'a pas d'unité. Si on remplace chacune de ces grandeurs par leur valeur numérique, on obtient R égale 144 multiplié par 1000 divisé par 3600 puissance 2 divisé par 10 tangente 45. R égale 160 mètres. Pour passer d'un vol rectiligne stabilisé à un virage horizontal stabilisé, il faut A. Diminuer la portance, B. Diminuer la force de propulsion, C. Augmenter la portance, D. Augmenter le poids. La bonne réponse est la C. Pour passer d'un vol rectiligne stabilisé à un virage horizontal stabilisé, il faut augmenter la portance.